Donc coopération ou collaboration. Alors c'est doublement intéressant de mon point de vue de s'intéresser à cette distinction. D'abord parce que la plupart du temps on considère ces deux notions comme étant des synonymes. Et puis justement ce qui fait la caractéristique de professionnel, c'est qu'il y a très peu de synonymes et que chaque mot a un sens particulier. Et la deuxième raison, c'est qu'en l'occurrence là, concernant coopération et collaboration, il y a véritablement des écarts très importants sur les manifestations concrètes que cela peut prendre. Et donc c'est ce que je vais essayer de décrire. Alors sur Internet, on trouve plein de distinctions différentes, et notamment il y en a une qui est bien ancrée et qui est issue du monde de l'enseignement à distance, et qui, de par leur spécificité, forcément communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. On s'est intéressé notamment par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Jean Hutt, et on s'est intéressé aux origines un peu épistémologiques de la distinction qui est proposée, et là, on n'a rien trouvé. Voilà. Donc moi, je ne voulais pas tomber dans cette dérive, et je vais vous dire d'où la distinction que je vous présente, d'où ça vient en fait, et elle n'est pas de moi du tout. Donc je vais commencer par des extraits de 3 ouvrages. Alors ce n'est pas les seuls, bien évidemment, qui s'intéressent à cette distinction, mais ce sont des ouvrages qui sont récents, première caractéristique. Deuxième caractéristique, ce sont des ouvrages d'universitaires. Et troisième caractéristique, ce sont des ouvrages qui eux-mêmes s'appuient sur tout un tas de sources pour faire cette distinction-là. Alors, le premier ouvrage, c'est celui qui a été coordonné par Malini Somput et François Fourcade, dans lequel se trouve un chapitre qui a été rédigé par Nicolas Gault, qui est un enseignant-chercheur de l'université de Rennes, spécialiste entre autres de la pédagogie freinée, mais pas seulement, et qui propose une distinction étayée entre coopération et collaboration. Alors voilà ce qu'il en écrit, je vous ai mis les références en bas. Le partage collaboratif d'intérêts, donc la collaboration, permet en général d'être égoïste ensemble, mais avec intelligence. Je fais quelque chose avec l'autre ou même pour l'autre parce que j'y trouve un avantage pour moi-même. On s'associe prioritairement à autrui, non pas par intérêt pour l'autre, mais par intérêt pour soi. Donc il explique dans ce chapitre que une des marques importantes qui distingue coopération et collaboration, c'est qu'on peut être en collaboration et être égoïste, ce qui n'a absolument aucun sens avec de la coopération. Parce qu'il explique donc un peu plus loin que la coopération, en revanche, suppose le partage des désirs et se rapproche en cela du champ de la générosité. La générosité, il la définit comme étant une valeur qui consiste à faire un don inconditionnel de soi pour participer ou pour essayer de participer au bien-être de l'autre. Donc ça se traduit comme ça, je fais quelque chose avec l'autre et pour l'autre parce que j'éprouve une satisfaction à l'idée de la satisfaction de l'autre. Voilà. Donc là, si vous voulez, ce qui est au cœur de la différence entre coopération et collaboration de la part de Nicolas Gault, c'est que la collaboration serait centrée sur une recherche d'intérêt individuel par un partage d'intérêts avec d'autres, donc de la solidarité, alors que la coopération serait basée sur des idéaux de générosité. Deuxième référence, qui est une référence qui s'intéresse à ces distinctions-là, mais du point de vue de l'organisation du travail des enseignants. Vous avez vu, le sous-titre, c'est « De nouvelles pratiques enseignantes ». Alors c'est un ouvrage qui fait un peu autorité dans la littérature en éducation, qui a été coordonné par 4 chercheurs de renom, notamment Jean-François Marcel de l'Université de Toulouse. Voilà. Et donc, voilà ce qui... Alors j'ai mis des extraits, mais voilà ce qu'ils en disent. Donc là, on rentre un peu plus dans le concret. La collaboration s'attache en particulier à la circulation de l'information au sein du collectif, à l'ajustement mutuel entre les enseignants, à la socialisation des processus interprétatifs, à l'articulation des actions projetées, à leur planification, voire à l'élaboration des référentiels opératifs communs. En somme, explique-t-il, la collaboration est présente chaque fois
que plusieurs enseignants travaillent ensemble à la poursuite d'un objectif et d'un projet commun, même si, plus tard, ils assumeront individuellement leurs tâches face aux élèves. Donc là, cette définition que donne Jean-François Mercel et ses collègues est complètement en phase avec ce dont Guillaume tout à l'heure va nous parler. Donc concernant la coopération, ils expliquent qu'en coopérant, les acteurs sont mutuellement dépendants dans leur travail et pour qui il est nécessaire d'agir ensemble, autrement dit de partager leur espace de travail. C'est-à-dire que la distinction qu'ils proposent entre coopérer et collaborer, c'est que la collaboration consiste à travailler ensemble pour penser la mise en œuvre du projet, mais la mise en œuvre effective se fait chacun dans son coin, alors que dans la coopération, on est obligé d'être ensemble pour réaliser le projet, pour le mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième source importante et ancienne, c'est 2007 maintenant, donc c'est un ouvrage de 2007, donc ça commence à dater. Et puis la troisième, c'est un ouvrage qui n'est pas issu du champ de l'éducation, qui est issu des sciences économiques et politiques, et qui a été écrit par Éloi Laurent, qui développe au final des thèses assez critiques concernant le recours à la collaboration dans des postures pédagogiques. Alors voilà ce qu'il dit. La coopération, c'est une quête vectrice d'apprentissage, de création et d'organisation, là où la collaboration est limitée à l'accomplissement en commun d'une tâche nécessaire et représente un choix utilitariste. Donc ce qu'il explique, c'est que on collabore parce qu'on a besoin de réaliser quelque chose, alors qu'on coopère pour apprendre ou pour créer. Alors concernant la collaboration, il explique que la plupart du temps, elle se traduit par une division du travail, qui est une caractéristique forte des sociétés hyperactives mais dévitalisées, nerveuses mais instables, souvent conservatrices car incapables de s'adapter. Donc il termine en disant que la collaboration prend le pas sur une coopération sociale. Ce serait le contraire en fait. Et concernant la coopération, il explique qu'elle est conçue comme un ensemble de moyens pédagogiques pour des fins sociales, à partir d'organisations scolaires qui considèrent l'humain comme étant une fin. Voilà. Pour reprendre un autre vocabulaire plus philosophique, la thèse défendue par Éloi Laurent serait de dire que la collaboration serait poïétique, c'est-à-dire centrée sur la réalisation d'une œuvre, alors que la coopération serait praxique, c'est-à-dire centrée sur le développement et la réalisation des personnes. Donc voilà les trois grandes sources sur lesquelles je m'appuie là aujourd'hui pour cette présentation concernant les distinctions que l'on va pouvoir faire. Donc on arrive à cette représentation-là que j'ai eu la chance de partager dans sa conception avec Pierre. C'est que quand on s'intéresse à l'organisation pédagogique de la collaboration et de la coopération, on retrouve les notions qui ont été partagées tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche de performance pour tout ce qui concerne la collaboration parce qu'il y a des objectifs de réalisation commune. Si vous voulez, la collaboration, c'est l'union fait la force. Bon, il vaut mieux se mettre à plusieurs pour développer un projet, parce que si on le fait tout seul dans notre coin, on aura beaucoup plus de mal à faire quelque chose de qualité. Voilà, c'est une stratégie d'efficacité, le travail collaboratif. Alors que la coopération serait une constatation d'un partage d'une même situation et basée dans sa dimension interactive sur le don mutuel de soi, c'est-à-dire la générosité réciproque. Et les deux seraient, pour des raisons différentes, associés à des valeurs de solidarité. Alors, la coopération, ça serait de la solidarité orientée vers les plus vulnérables, alors que la collaboration, ça serait de la solidarité pour, ensemble, être plus fort que tout seul. Voilà. Et donc, dans les organisations pédagogiques, on trouve du côté de la seule collaboration tout ce qui est une coordination de travaux individuels.
On trouve aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, le travail de groupe et le travail en équipe. Et pour ce qui serait que de la coopération, on trouve les dispositifs habituels sur lesquels Pascal et Claire reviendront, c'est-à-dire de l'aide, du tutorat, de l'entraide, voire du travail en atelier et du travail en groupe. Voilà. Donc on aurait une coopération qui serait orientée vers le développement de l'apprentissage individuel. Ça serait plus facile d'apprendre seul en coopérant. Et une collaboration qui serait une stratégie pour être plus efficace dans la réalisation d'une même œuvre ou d'un même projet. Alors je peux le présenter un peu autrement. Donc, les 4 caractéristiques d'une situation de coopération, ça serait donc générosité et solidarité, le partage d'une même situation, des actions combinées, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'intention, si vous voulez, derrière. Hein. On ne coopère pas parce qu'on réalise une consigne, on coopère parce que ça nous semble opportun pour arriver à ses propres fins. Et puis, la coopération serait orientée vers une recherche d'apprentissage. Voilà, on coopérait pour apprendre. Et donc, l'image là des 2 ânes représente de manière assez fidèle la notion de coopération. Le foin pouvant être assimilé à ce que des élèves apprennent. Voilà, on coopère pour qu'à la fin, tous les élèves puissent avoir appris individuellement. Et du point de vue de la collaboration, on aurait plutôt cette représentation-là, où on voit que pour remplir ce vase, l'union des forces individuelles est beaucoup plus pertinente que la meilleure des forces individuelles. Donc ce qui serait attaché à la collaboration serait une recherche de meilleure performance par de la solidarité, le partage d'un même projet, là qui est représenté par ce vase à remplir, la répartition du travail qui est ici symbolisée par les robinets, et puis un objectif centré non pas sur l'apprentissage, mais la réalisation d'une œuvre. On s'est aperçu que c'était de plus en plus important de distinguer 4 acceptions dans les pédagogies de la coopération. Le travail en groupe, le travail de groupe, le travail en équipe et le travail d'équipe. Alors c'est pas évident, hein, c'est pas évident, et en même temps faire cette distinction a un pouvoir opératoire très fort. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 2 dimensions en fait qui se croisent dans cette distinction. La première, elle est sur les objectifs prioritaires. Soit on a des objectifs d'apprentissage, ce qui est le propre de l'école. Un élève vient à l'école pour apprendre quelque chose. Soit on a des objectifs de production ou de réalisation, et là c'est plus du côté des configurations de travail d'adultes. Voilà. Et sur l'axe vertical, c'est plus la motivation. Alors, être en référence, donc ça s'appuie sur les travaux de Daniel Fabre, ça, hein, référence interne et référence externe. La référence externe, c'est on travaille, on s'engage pour réaliser une consigne qui a été donnée par quelqu'un d'autre, et je fais tout pour respecter cette consigne. Et la référence interne, c'est je travaille pour la recherche d'intérêts qui me sont propres. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, on peut placer les 4 acceptions dont j'ai parlé tout à l'heure. Travail de groupe, travail en groupe, travail d'équipe, travail en équipe. Le travail de groupe serait relatif à une consigne donnée par un enseignant, mais centré sur un objectif de production. La production du travail de groupe serait le travail du groupe. Une affiche, une pièce de théâtre, voilà. Alors que le travail en groupe
est plutôt une organisation coopérative qui vise en premier un apprentissage par son pouvoir de création, de formation de ce qu'on appelle un conflit cognitif par du conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que les élèves n'apprennent pas ce qui est relatif à une discipline scolaire en travaillant en groupe. Par contre, ils en viennent, en confrontant leurs idées autour du problème qui leur a été donné, ils en viennent à douter de leur propre certitude et donc à laisser place à ce fameux désir d'apprendre qui est extrêmement intéressant pour concevoir les savoirs scolaires comme des réponses aux questions que l'on est en train de se poser. Concernant le travail en équipe, on est bien sûr un objectif d'apprentissage, en tout cas cette recherche-là, mais la différence entre les deux, c'est que la consigne n'est pas donnée par un adulte, puisque ce qui finalise un travail en équipe, c'est un projet. Et Philippe Ernoult expliquait bien que tout l'art des pédagogies de projet, c'est de veiller à ce que les projets que réalisent les élèves ne soient pas de manière cachée les projets que voulaient pour leurs élèves les enseignants. C'est pour ça que dans du travail en équipe, on est plutôt dans des références internes. Et le travail d'équipe, c'est aussi dans des logiques de référence interne. On voit bien que dans une équipe d'adultes, de professionnels, lorsque le projet de l'entreprise ou le projet de l'équipe compte véritablement pour chacun des partenaires, c'est beaucoup plus intéressant en termes de réalisation de soi. Mais ce qui finalise un travail d'équipe, c'est pas d'apprendre quelque chose, c'est de faire retourner un service. Voilà, d'être efficace dans la combinaison des actions professionnelles individuelles. Voilà. Alors que dans un travail en équipe, l'objectif, c'est que les élèves, en réalisant le projet, développent tout un tas de compétences, et notamment certaines qui sont très à la mode en ce moment parce qu'on en parle beaucoup, ce sont ces fameuses compétences sociales et psychosociales qui sont les soft skills. Donc vous voyez, hein, il y a deux plateformes. Au début de l'histoire, il y a trois personnages qui veulent passer de l'autre côté de la plateforme en évitant la trappe, mais quand ils essayent tout seuls, ils n'y arrivent pas. Et donc ils ont cette idée d'utiliser un axe qui leur permet au final de basculer, de passer chacun d'un côté à l'autre. Donc derrière cette représentation-là, j'ai essayé de représenter ce qu'on entendait par coopération. Là, on coopère de manière à ce que chacun puisse, par les autres et avec les autres, en retirer des bénéfices individuels. Si on prend celle-ci, où il y a exactement la même difficulté qui se présente aux acteurs, on voit bien que la stratégie est différente, puisqu'il s'agit là d'utiliser une bascule, mais que les conséquences ne sont pas les mêmes. Puisque, au final, il n'y a qu'un des deux partenaires qui arrive à franchir la situation. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu le risque, si vous voulez, de la coopération, de la collaboration en pédagogie, parce que, donc ça je m'appuie sur à la fois l'intuition un peu géniale d'un pédagogue de la coopération un peu oublié qui s'appelle Roger Cousinet, et puis surtout de la thèse d'état de Philippe Mérieux, qui expliquait que lorsque l'on laisse des élèves travailler ensemble de manière spontanée et naturelle autour d'une même consigne, naturellement, on voit apparaître 4 fonctions qui sont à la fois injustes et inéquitables, des concepteurs qui vont penser la réalisation du projet, des exécutants qui vont agir pour la réalisation du projet, et puis des chômeurs et des gêneurs. Et les seuls qui véritablement en tirent un bénéfice en termes d'apprentissage ne peuvent être que les concepteurs. Voilà. Donc c'est pour ça que la collaboration du point de vue des apprentissages est problématique, parce qu'elle priorise des objectifs de réalisation, ce qu'on appelle des buts de performance, sur des buts de maîtrise, c'est-à-dire des apprentissages. Ce qui est le contraire de la coopération. Voilà.
Et puis j'en termine juste en en posant une énigme et en mettant une troisième petite bande dessinée. À votre avis, celle-ci correspond à quel verbe ou à quel substantif? Donc individuellement, les deux partenaires, le bleu et le vert, n'y sont pas arrivés, mais quand ils se mettent ensemble, ils y arrivent. Alors, c'est pas tant de la... Moi, j'ai essayé de représenter ça, c'est plutôt un troisième terme, souvent qu'on associe, mais qu'on associe difficilement. Là, c'est plutôt la notion de compétition. C'est-à-dire que la compétition n'est pas le contraire de la coopération. Puisque la compétition a ceci d'intéressant lorsqu'elle ne vise pas uniquement la recherche des intérêts individuels et égoïstes, elle a ceci d'intéressant qu'elle active de l'émulation, c'est-à-dire le dépassement des limites individuelles. Et donc la compétition participe à de la coopération, un peu pour les raisons qui étaient énoncées par Albert Jacquard, qui est de dire que là où, de manière habituelle, l'école fait en sorte d'apprendre à ses élèves d'être plus forts que les autres, la coopération à travers l'école devrait leur enseigner le fait d'apprendre par les autres à être plus forts que soi. Voilà.